La pire matinée de Trump, chiffres catastrophiques et diplomatie de l'examen est conduit. Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous entraîner dans les coulisses d'une matinée qui pourrait bien redéfinir l'histoire récente des États-Unis. Chaque geste, chaque mot, chaque photo partagée en dit plus qu'il n'y paraît. Ce que vous allez découvrir dépasse le simple cadre économique. C'est un mélange explosif d'emplois disparus, d'alliances internationales fragilisées et de réactions présidentielles dignes d'un scénario de théâtre. Mais avant de lever le voile sur ces secrets et contradictions, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Sur le point US, nous ne vous servons pas une actualité fade et aseptisée. Ici, l'information se déguste relevée, pleine de rebondissements et sans compromis. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui s'est joué ce matin-là à Washington n'a rien d'ordinaire, et pourrait changer la donne pour longtemps. Partie 1, matinée de chaos, les chiffres qui claquent. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, parce que ce qui s'est passé ce vendredi matin à Washington n'était pas un simple bulletin économique. Non, c'était un film dramatique, avec Donald Trump dans le rôle principal, perdu entre sa calculette, ses tweets et ses grimaces de panique. Les chiffres de l'emploi sont tombés, et là, catastrophe nationale. On parle de seulement 22 000 petits emplois créés en août, comme si l'économie américaine s'était mise en grève générale. Pire encore, les révisions ont montré que certains mois précédents, au lieu de créer des emplois, on en avait même perdu. Oui, perdu, comme si les postes s'étaient volatilisés dans la brume, façon magie noire économique. Imaginez la scène. L'Amérique, grande puissance mondiale, qui aime bomber le torse devant la planète, se retrouve avec un bulletin économique digne d'un élève qui a copié en classe mais s'est quand même fait attraper par le maître. On vous dit 75 000 emplois attendus, résultat final, 22 000. Même pas la moyenne. Un zéro pointé en direct devant le monde entier. Et ce n'est pas tout. Le chômage a grimpé à 4,3%, un chiffre qui, dit comme ça, semble petit. Mais derrière ce pourcentage, il y a des familles, des jeunes, des parents qui se réveillent le matin sans savoir s'ils auront un salaire le soir. Pour les 16 à 24 ans, c'est pire. Le chômage grimpe jusqu'à plus de 10%. En clair, pendant que l'intelligence artificielle prend la place dans les usines et les bureaux, les jeunes, eux, prennent place sur les bancs de chômage. C'est comme un match où le ballon est confisqué par les robots et les jeunes sont relégués dans les gradins. Et comment Trump réagit-il? À la camerounaise, on dirait, quand la maison brûle, au lieu de chercher de l'eau, lui il cherche la caméra pour se prendre en selfie. Au lieu d'expliquer calmement la situation, il sort ses doigts nerveux sur le clavier et accuse tout le monde sauf lui-même. La réserve fédérale, les médias, les économistes, peut-être même la météo s'il y pense. C'est ça le génie. Transformer chaque échec en match de boxe avec un adversaire imaginaire. Mais attention, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres. Ce rapport est le miroir d'une économie en train de perdre son souffle. Quand le secteur manufacturier continue de licencier et que les chiffres des Afro-Américains reculent, on ne parle plus de statistiques. On parle d'une fracture sociale qui s'élargit sous nos yeux. Et pendant ce temps, Trump préfère pointer du doigt Jérôme Powell, comme si baisser les taux allait miraculeusement ressusciter les emplois disparus. Voilà pourquoi cette matinée restera dans les annales. Pas juste pour les chiffres catastrophiques, mais pour la réaction de panique qui a suivi. Comme on dit chez nous, quand tu veux cacher ta honte, tu cries plus fort que tout le monde. Eh bien, c'est exactement ce que Trump a fait. Et vous, chers abonnés, vous en pensez quoi? Est-ce que ces chiffres sont le signe d'un simple passage à vide ou bien la preuve que la locomotive américaine déraille complètement? Dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez qu'on vous serve la vérité sans piment doux, abonnez-vous tout de suite à Le Point US. Ici, on ne caresse pas la politique américaine dans le sens du poil, on la gratte jusqu'à ce que ça démange. Et croyez-moi, si vous pensez que ce premier acte est déjà croustillant, attendez de voir la suite. Car Trump n'a pas seulement perdu la bataille des chiffres, il s'est aussi lancé dans une diplomatie de l'examen et conduit. Partie 2, le grand déversement sur les réseaux, géopolitique et selfies présidentiels. Ah, mes frères et sœurs, si vous pensiez que la panique économique suffisait à occuper Donald Trump, détrompez-vous. Quand l'économie lui échappe, l'homme trouve toujours refuge dans son terrain de jeu favori, les réseaux sociaux. Et là, ce vendredi noir, il s'est surpassé. Imaginez la scène. L'Amérique traverse l'une de ses plus mauvaises matinées économiques, et que fait le président? Il sort une photo souvenir de ses « amis internationaux », Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi. La légende? On dirait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une déclaration diplomatique, c'est une rupture amoureuse en plein jour. Comme un ex jaloux qui voit ses anciens camarades prendre un verre ensemble sans lui, et qui balance sur Facebook « Amusez-vous bien sans moi, traître ». Vous voyez l'ironie?
Un président censé défendre la première puissance mondiale, mais qui réagit comme un adolescent vexé qu'on n'ait pas liké sa photo. Au Cameroun, on dirait, quand le coq sent que sa crête est mouillée, il commence à crier comme un poussin abandonné. Mais attention, derrière l'humour, se cache une réalité inquiétante. Parce que ce n'est pas une simple photo. En diplomatie, chaque geste est un message codé. En affichant 11, maudit et Poutine bras dessus, bras dessous, Trump a donné l'impression que l'Amérique n'est plus invitée à la grande table du monde. Et lui, au lieu d'apparaître comme un stratège, s'est placé lui-même en figurant vexé. C'est comme si le capitaine de l'équipe s'affichait publiquement en disant « Il joue mieux sans moi ». Avouez que ça fait désordre. Et puis, soyons clairs, quand le président se met à commenter la géopolitique avec le ton d'un amoureux largué, c'est toute la crédibilité du pays qui prend un coup. Les Américains attendent des solutions économiques, et ce qu'ils voient, ce sont des publications dignes d'un feuilleton sentimental. Oui, l'économie souffre, mais au lieu d'ouvrir la boîte à outils, Trump a ouvert son album photo. Et la question se pose, chers abonnés, est-ce une stratégie ou juste une improvisation maladroite? Est-ce qu'il voulait détourner l'attention, ou bien est-ce qu'il a simplement réagi au quart de tour, poussé par son orgueil blessé? Dites-le nous en commentaire, parce qu'ici à Le Point US, on ne fait pas que regarder les faits, on les décortique, on les poivre, on les sale, et on vous les sert épicés. Alors abonnez-vous, parce qu'ici, on ne vous raconte pas les fables officielles, on vous dévoile les coulisses de la politique américaine comme personne d'autre. Et ce n'est pas fini. Car si les photos avec Poutine et 11 ont fait jaser, attendez d'entendre la suite. Trump n'a pas seulement joué les ex et conduit, il a trouvé un autre coupable tout désigné pour sa débâcle économique. Et ce coupable, mesdames et messieurs, n'est autre que Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale. Partie 3, Jérôme Powell, le bouc émissaire tout-terrain. Quand les chiffres tombent et que la panique monte, il faut bien trouver quelqu'un à sacrifier. Et pour Trump, ce vendredi noir, la cible était toute désignée, Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale. Ah, mesdames et messieurs, c'était digne d'un théâtre classique, le roi déchu qui cherche un coupable pour ses malheurs. Au lieu d'assumer que l'économie patine parce que ses propres politiques ont mis les marchés sens dessus-dessous, Trump a sorti l'artillerie lourde contre Powell. Il n'a pas baissé les taux comme je voulais, il étouffe l'économie, il ne comprend rien au timing. Bref, tout y est passé. Powell est devenu, en un tweet, responsable du chômage des jeunes, de la mauvaise humeur des marchés, et peut-être même du café trop froid servi à la Maison-Blanche ce matin-là. Chez nous, on dirait, quand le chasseur rate l'antilope, il accuse la flèche d'être tordue. Voilà exactement ce que Trump a fait. Il a raté la cible de la croissance, et au lieu de se remettre en question, il pointe du doigt Powell comme s'il avait saboté le match exprès. Le plus comique, c'est que la Réserve fédérale est censée être indépendante, comme un arbitre neutre dans un match de football. Mais Trump, lui, voudrait que Powell soit un joueur de son équipe, prêt à marquer des buts sur commande. Et quand ce n'est pas le cas, il s'énerve comme un coach de quartier qui crie « Arbitre acheté »,« Arbitre corrompu ». Mais au fond, la question est sérieuse. Parce qu'en insultant Powell à chaque dérapage économique, Trump envoie un message dangereux, que les institutions indépendantes n'existent plus, que tout doit tourner autour de sa volonté. En clair, il transforme une institution de stabilité en punching ball personnel. Et pendant ce temps, les marchés, eux, n'aiment pas le désordre. Ils veulent de la prévisibilité, pas un président qui se bat en direct avec son propre banquier central. Imaginez un peu, vous êtes investisseur, vous lisez que l'économie est fragile, et au lieu de voir des solutions, vous voyez le président traiter Powell de traître. Est-ce que ça vous donne envie d'investir? Bien sûr que non. Vous prenez vos valises, vous courez vers la Chine ou l'Europe, là où au moins les dirigeants savent se taire quand il faut. Et là, mes chers abonnés, vous comprenez pourquoi les Américains se grattent la tête. Parce que la vérité est simple, si l'économie allait bien, Powell serait le meilleur patron de la Fed de tous les temps. Mais comme ça va mal, il devient l'homme qui détruit l'Amérique. C'est toujours comme ça avec Trump, les victoires, c'est lui, les défaites, c'est les autres. Au quartier, on dit « Si tu veux mesurer la grandeur d'un homme, regarde combien de personnes il accuse quand il tombe. » Alors dites-moi, chers spectateurs, est-ce que Powell est vraiment le coupable ou bien Trump cherche juste un fusible à griller? Donnez vos avis en commentaire, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Le Point US. Parce qu'ici, on ne se contente pas de vous donner les infos, on vous les sert comme un plat de ndolé bien pimenté. Ça pique, ça chauffe, mais ça nourrit. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Parce qu'après avoir crié contre Powell, Trump s'est retrouvé face à un autre adversaire. Son propre peuple, avec un électorat qui commence à se poser des questions très, très sérieuses. Partie 4. Quand le peuple commence à tousser, même la Maison-Blanche tremble. Mesdames et messieurs,
Après les chiffres catastrophiques, les selfies diplomatiques ratés et la guerre ouverte contre Jérôme Powell, restait une question. Comment le peuple américain allait réagir? Parce qu'au final, ce n'est pas Twitter qui vote, ce sont les électeurs. Et là, je vous assure, Trump a senti le vent tourner, et pas en sa faveur. Dans les rues, sur les plateaux télé, même dans les églises du dimanche, les conversations n'avaient qu'un sujet. Est-ce que l'Amérique est encore entre de bonnes mains? Et la réponse, de plus en plus, ressemblait à un non franc et massif. Vous savez, quand un peuple commence à perdre confiance, ce n'est pas comme un robinet qu'on referme facilement. Non. C'est comme une rivière en crue. Ça déborde, ça envahit tout, et ça emporte même les barrières qu'on croyait solides. Au quartier, on dirait, quand ton ventre crie famine, même les belles paroles du politicien sonnent comme du bruit de casserole. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Amérique. Les familles regardent leurs factures, les jeunes cherchent un emploi qui n'existe pas, et Trump, lui, passe son temps à s'embrouiller avec Powell et à faire des scènes de jalousie diplomatique. Résultat, le fossé entre la Maison-Blanche et le peuple devient un canyon. Et puis, n'oublions pas, une élection approche. Et les Américains sont des électeurs très simples à comprendre. Tu m'as promis le rêve américain, mais tu m'as livré l'insomnie nationale. Forcément, les sondages commencent à basculer. Certains républicains eux-mêmes, qui hier applaudissaient à tout rompre, commencent à tousser discrètement. Ils sentent que si le navire prend l'eau, il vaut mieux sauter avant qu'il ne coule. Mais attention, Trump n'est pas du genre à se taire. Devant ce peuple qui doute, il redouble de promesses, les chiffres vont remonter, l'Amérique sera plus forte, c'est la faute des ennemis. Mais ça, les électeurs l'ont déjà entendu 1000 fois. Aujourd'hui, ils veulent du concret, pas des slogans. Parce que, comme on dit chez nous, le ventre vide n'écoute pas les discours. Et c'est là que le danger devient réel. Car quand un président perd son peuple, il n'a plus que deux armes, la diversion et le bruit. Et ça, Trump maîtrise parfaitement. Attendez-vous donc à des coups de théâtre, des attaques encore plus spectaculaires, et peut-être même des scandales montés de toutes pièces. Tout ça pour détourner l'attention du vrai problème. L'économie qui s'essouffle et un électorat qui commence à chercher un plan B. Alors mes chers abonnés, vous comprenez pourquoi il est important de rester connecté à Le Point US. Parce qu'ici, on ne se laisse pas endormir par les beaux discours. On décortique la politique américaine comme un bon poisson braisé. On enlève les arêtes, on garde la chair, et on vous sert ça avec du piment pour que ça brûle bien au fond de la gorge. Abonnez-vous vite, parce que la suite sera encore plus explosive que tout ce que vous avez entendu jusque-là. Et justement, préparez-vous, car après la colère du peuple, il reste une question fatidique. Trump a-t-il encore la moindre carte secrète pour sauver sa présidence, ou est-ce que la partie est déjà terminée? Partie 5. Les dernières cartes d'un joueur acculé. Mesdames et messieurs, quand un président comme Donald Trump se retrouve dos au mur, il faut s'attendre à tout. Parce qu'il n'est pas du genre à rendre les armes en silence. Non. Trump, c'est le joueur de poker qui, même avec un jeu minable, bluffe jusqu'au bout, claque la table et crie « C'est moi qui gagne ». Alors, la grande question est simple. Quelles sont ces cartes encore cachées sous la manche? D'abord, il y a la carte du spectacle permanent. Oui, Trump sait que le peuple américain adore les drames, les rebondissements, les « breaking news ». Alors quand l'économie s'effondre, quand les sondages s'étiolent, il sort son arme préférée, le scandale. Une petite insulte contre un dirigeant étranger, une annonce inattendue, une guerre commerciale inventée, et hop. L'opinion publique oublie un instant les problèmes réels. Au quartier, on dit « Quand tu n'as plus d'argent pour nourrir tes invités, fais-les danser pour qu'ils oublient la faim ». C'est exactement la stratégie de Trump. Ensuite, il y a la carte de la victimisation. Oh oui. Chaque fois qu'il est acculé, il se présente comme l'homme seul, trahi par les élites, harcelé par les médias, saboté par ses propres institutions. Et ça marche, parce qu'une partie de son électorat adore l'image de ce héros persécuté qui se bat contre tout le système. Même quand c'est lui qui tient la télécommande, il arrive à convaincre ses fans qu'il est une victime. C'est un art, mes amis. Mais attention, la plus dangereuse de toutes ces cartes, c'est la colère populaire qu'il peut manipuler. Trump sait comment allumer un feu. Il sait prononcer juste assez de mots pour que ses partisans se sentent attaqués et prêts à défendre leur champion. Et là, ça devient risqué, parce qu'un peuple en colère, mal dirigé, c'est comme une tornade. On ne contrôle pas toujours la direction. Et pourtant, malgré tout ça, la vérité est simple. Ces cartes sont de plus en plus faibles. Parce que le temps, lui, ne bluffe pas. Chaque mois qui passe rapproche les élections. Chaque chiffre économique qui tombe ajoute un clou sur son cercueil politique. Et chaque tweet de trop fait perdre des électeurs modérés. À ce rythme, même ses partisans les plus fidèles commencent à se dire « Chef, on t'aime bien, mais cette fois-ci, ça sent le roussi ».
Alors chers abonnés, la grande question est là. Est-ce que Trump réussira à transformer cette crise en nouveau tremplin, ou bien sommes-nous en train d'assister, en direct, à la lente agonie politique d'un homme qui croyait être invincible? Réfléchissez et dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez suivre cette série politique plus palpitante que n'importe quelle télénovela, abonnez-vous vite à Le Point US. Ici, on ne vous raconte pas les choses comme CNN ou Fox News. Non. On met le projecteur, on ajoute le piment, et on vous sert la vérité avec un zeste de satire à la camerounaise. Parce que la politique américaine, ce n'est pas un film Netflix. C'est un feuilleton sans fin, et vous ne voulez surtout pas rater le prochain épisode. Et justement, l'épisode qui vient promet d'être encore plus croustillant. Car après avoir joué toutes ces cartes, la vraie question sera, et si cette fois, même le bluff de Trump ne suffit plus à sauver la partie? Partie C, la diplomatie de l'ex-amant vexé. Mesdames et messieurs, si l'économie de Trump s'effondre comme une maison en paille sous la pluie, sa diplomatie, elle, ressemble à une vieille série télé remplie de jalousie et de trahison. Oui, on croirait voir un ex qui, au lieu de tourner la page dignement, passe ses soirées à stalker ses anciens amis sur Facebook et à publier des photos de ses rivaux en train de trinquer. Eh bien, voilà Donald Trump, président des États-Unis le matin, ex-amant vexé le soir. Regardez cette scène ubuesque. En pleine débâcle économique, il sort les photos de Vladimir Poutine, Xi Jinping et Narendra Modi, comme pour dire « Regardez-les, ils m'ont quitté pour aller danser avec la Chine, bande d'ingrats ». Et il ajoute un message qui sonne comme un SMS de rupture, qu'ils aient un avenir long et prospère ensemble. Mes chers abonnés, même dans les quartiers populaires de Douala ou d'Abidjan, quand une relation finit, on dit au moins « Va, mais ne reviens plus me chercher quand ça brûle chez toi ». Mais Trump, lui, il pleurniche en public, comme un amoureux éconduit qui poste des proverbes tristes sur WhatsApp. Et le plus ironique, c'est que cette diplomatie des larmes affaiblit encore plus les États-Unis. Parce que pendant qu'il expose ses blessures sentimentales sur les réseaux, ses adversaires géopolitiques, eux, avancent leurs pions. La Russie renforce ses alliances, la Chine tisse sa toile, l'Inde joue les équilibristes, et l'Amérique de Trump ressemble à un géant qui trébuche sur ses propres lacets. Au quartier, on dirait « Quand tu passes ton temps à crier que tu es fort, c'est là qu'on comprend que tu n'as plus la force. » Mais ce qui fait encore plus rire ou pleurer, selon votre humeur, c'est la réaction de son propre camp. Plutôt que d'affronter la réalité, ils passent leur temps à inventer des excuses ridicules. Ce sont les statisticiens du travail qui se trompent, c'est la Fed qui ne baisse pas les taux, ce sont les médias qui complotent. Bref, tout le monde est coupable sauf Trump. C'est comme ce voisin qui ne paie jamais ses dettes, mais qui accuse le prêteur d'être méchant. Et chers spectateurs, dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'un président qui pleurniche sur Poutine et Xi Jinping, au lieu de gérer ses propres jeunes au chômage, peut encore inspirer confiance au monde? Voilà une question qui mérite vos commentaires. Alors lâchez vos avis en bas. Et surtout, si vous voulez continuer à rire jaune devant ce théâtre politique plus fou que Nollywood, abonnez-vous vite à la chaîne Le Point US. Parce que, soyons clairs, ici on ne caresse pas l'actualité dans le sens du poil. On la gratte jusqu'à faire sortir le vrai piment. Et préparez-vous bien, parce qu'après cette diplomatie de l'ex-amant vexé, nous allons plonger dans la conclusion. Et croyez-moi, elle sera aussi piquante qu'un piment rouge sur une plaie ouverte. Conclusion, clôture et appel à la discussion. Est-ce une simple traversée d'orage économique ou l'alerte d'un changement plus profond? Vous avez entendu la mécanique. Ralentissement net des créations d'emplois, hausse légère du chômage, pression politique sur la Fed, recul manufacturier et jeunes laissés pour compte. Les réponses ne viendront ni d'un tweet ni d'une photo de sommet. Elles demanderont des politiques claires, une narration honnête et des décisions économiques à long terme. Maintenant, à vous la parole. Croyez-vous que ces chiffres vont se redresser d'ici 6 mois ou que nous entamons une nouvelle phase d'incertitude? Commentez ci-dessous, abonnez-vous à Le Point US, partagez la vidéo si vous voulez que plus de monde comprenne ce qui se joue, et surtout, restez curieux.